les consultants en management remplacent-ils les solutions par des problèmes ? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Norbert Alter, sociologue, professeur des universités et auteur du livre Pour en finir avec le machin, ouvrage paru en 2024 aux éditions EMS. Norbert Alter, bonjour. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage, Pour en finir avec le machin, vous évoquez les tribulations d'un consultant d'un grand cabinet de conseil parisien. Et au cours de ses missions, il a recours à une technique qui est censée rationaliser le quotidien des entreprises. Vous en parlez avec beaucoup de dérision dans le livre, expliquant que le consultant remplace les solutions par des problèmes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie, ce que vous entendez par cela ? Oui, ça, la formule est un petit peu provocatrice, mais quand on l'analyse d'un peu près, sa signification est assez évidente. En fait, les travaux des sciences humaines et sociales montrent que les salariés, en général, en font plus que ce qui est prévu par le contrat de travail. C'est l'idée de la grève du zèle, hein, c'est-à-dire que si demain les douaniers décidaient de n'appliquer que les règles qui définissent leur poste de travail, bien évidemment, ça créerait des encombrements absolument catastrophiques au poste de douane. Et si c'est fluide, relativement fluide en tout cas, c'est parce qu'ils savent adapter les règles en fonction de toute une série d'informations qu'ils ne connaissent que par l'expérience, que par le métier. Et donc ils choisissent les gestes, les contrôles, le temps passé sur les actes, de façon à rendre les règles intelligentes, comme on le dit dans les sciences du travail. Donc de façon générale, ce qu'on sait, c'est que le travail réel vaut plus que le travail prescrit. Ça, c'est du côté de la psychologie, de l'ergonomie. En sociologie, on sait que l'organisation informelle du travail permet de mieux faire fonctionner l'organisation que le respect de la division du travail et de l'organigramme. En anthropologie, en ethnologie, on sait que ce qu'on appelle l'engagement, c'est le résultat de la compétence collective et que c'est un trésor qui fonctionne selon un mécanisme du don et du contre-don entre collègues qui est donné en fait à l'entreprise et qu'on appelle l'engagement. Donc le PSC, ce que j'appelle le PSC, ça signifie programmer, standardiser, coordonner. Ça consiste en fait à remplacer cette vitalité que je viens de décrire, cette vitalité pratique, par des principes de gestion abstraits et contraignants. Alors j'appelle cette technique d'organisation PSC, programmer, standardiser, coordonner. En fait, elle n'existe pas dans la vraie vie des organisations, mais elle correspond à peu près à toutes les techniques d'organisation, quel que soit leur nom, leur origine. Elles consistent toutes à programmer, à standardiser, à coordonner, à réduire donc l'incertitude et la vitalité que je viens de décrire. C'est-à-dire que ces techniques d'organisation, en fait, elles détruisent les liens et les liens sociaux et le plaisir dans le rapport au travail, dans le rapport aux autres, qui permet aux organisations de bien fonctionner. Et donc, elles détruisent l'engagement spontané et elles posent des problèmes en termes de flexibilité, de qualité, de réactivité, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, le management découvre ce désastre et il se dit, puisque les gens sont démotivés, on va mettre en place des séminaires de mobilisation, de motivation, d'accès au bonheur et je ne sais quoi, mais ça ne marche pas parce que la motivation, l'engagement, ça ne se décrète pas, ça ne se construit pas, ça ne se réglemente pas, ça émerge de l'activité collective. Et donc depuis 30 ans, on ne cesse de développer des PSC
je décris dans le livre, c'est que la tendance, c'est quand même le désengagement, parce que les gens ont expérimenté depuis une trentaine d'années ce type de situation qui marche mal. Oui. Et cette destruction des liens, de l'engagement, même les conséquences négatives sur la qualité, est-ce que c'est quelque chose dont les consultants que vous décrivez ont conscience? Est-ce qu'ils ont conscience que leur technique, qui est censée rationaliser le quotidien des entreprises, au final s'avère contre-productive? Alors, votre question est importante, mais il faut y répondre de façon nuancée. En fait, beaucoup, comment dire ça, certains consultants ont pris conscience de ce phénomène, et donc ils mènent des activités de conseil de nature différente. Elles reposent sur une perspective relativement critique de la façon d'exercer habituellement leur métier, et elles reposent sur une série d'actions consistant à tenter de restaurer du lien social dans les activités professionnelles. Mais la plupart du temps, les consultants auxquels je m'intéresse, c'est-à-dire les consultants des grands cabinets conseils anglo-saxons, les cabinets conseils classiques, traditionnels, n'évaluent pas les effets de leurs interventions. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'évalue même pas les retours sur investissement dans le métier du conseil. C'est qu'on ne sait pas les chiffrer, on ne sait pas les quantifier, et on ne sait pas non plus les évaluer de manière qualitative, si ce n'est sous une forme assez politique, c'est-à-dire on a mis en place une campagne de communication, donc par définition la communication va mieux. En fait, si on regarde la réalité, ce n'est pas parce qu'on a mis une campagne de communication ou de motivation d'ailleurs que pour autant la communication circule mieux ou que la motivation est plus prégnante. Mais ceci ne se sait pas, parce que le métier du conseil, traditionnellement, consiste à agir, mais pas à évaluer. Alors bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus fondamentalement, le métier du conseil standard, ça consiste à aider à la décision, accompagner la décision des directions générales, mais pas tellement à observer ni la nature des problèmes, ni la nature des ressources, ni les résultats des actions qui ont été mises en œuvre. C'est-à-dire que il y a des mécanismes de dissonance cognitive, bien sûr, dans ces métiers du conseil. C'est qu'on voit bien que on s'écarte, ou plus exactement, on n'arrive pas à traiter empiriquement et de façon responsable les problèmes d'organisation, mais plutôt que de s'interroger sur la méthode, on se dit si ça ne marche pas, il en faut encore plus. C'est-à-dire qu'il faut encore plus de changements, de mouvements, de process, de PSC, etc. Et encore plus de séminaires pour regonfler les poumons des salariés qui se lassent de cette agitation. Donc, on peut dire que on est dans une situation de crise dans le métier du conseil aujourd'hui, et c'est pour ça que mon livre a, je crois, eu un certain succès, d'ailleurs, à mon grand étonnement, dans le monde du conseil, alors qu'il était très critique sur le monde du conseil, parce que il pose la question de cette crise, c'est-à-dire qu'on ne sait plus, dans le monde du conseil, comment traiter de façon responsable, sensée et durable les problèmes d'organisation, parce qu'on reste campé sur des méthodes et des dogmes sans capacité à en observer sérieusement les résultats. D'accord. Et vous évoquiez en introduction
la différence entre travail prescrit et travail réel. Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est une sorte de dégoût des dirigeants ou des consultants sur le travail réel, et par contre une vraie esthétique dans le travail prescrit. On pense notamment dans le travail des slides ou dans la présentation du travail, de la prescription en fait du travail. Qu'est-ce qui explique selon vous cette sorte de mépris de la réalité? Alors, si vous voulez, le problème du réel, c'est que ça empêche de rêver. Et contrairement à ce qu'on imagine, les dirigeants des entreprises aiment rêver, en matière d'organisation en tout cas. C'est-à-dire qu'ils privilégient la beauté de leurs slides, de leurs dispositifs, de leurs process, au détriment de leur efficacité. C'est-à-dire que paradoxalement, on ne pense pas tellement à l'efficacité, on se satisfait assez souvent de l'efficacité présumée. Et l'efficacité présumée, on l'associe à la beauté, à l'esthétique des slides. Vous savez, je cite dans le livre un article d'un des fondateurs de l'Organisation scientifique du travail qui s'appelle Le Chatelier, qui apprend aux ménagères, c'est le terme qu'il utilise, les ménagères, à faire cuire un œuf à la coque. Les ménagères, écrit-il, pour faire cuire un œuf à la coque, elles le mettent 3 minutes dans l'eau bouillante ou elles le mettent dans l'eau froide, et quand l'eau bout, l'œuf à la coque est cuit. Et il dit, ceci n'est pas sérieux, ceci n'est pas scientifique. En réalité, si elle devrait faire cuire l'œuf à la coque, en tenant compte de l'épaisseur de la casserole, du volume d'œuf, de l'âge de l'œuf, de la puissance de la flamme, etc., pour le faire cuire de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'il leur propose en fait d'hypertrophier les dispositifs techniques pour faire cuire un œuf à la coque, qui est une affaire finalement assez simple, assez intuitive, qu'on fait par expérience, avec une tolérance sur la cuisson qui satisfait tout le monde, mais qui ne satisfait pas le principe de beauté qui gouverne l'organisation scientifique du travail. Et ceci vaut pour là je parle je reprends le terme Chatelier, des ménagères, mais ça vaut pour un mécanicien, des caissières, un policier, un comptable ou un enseignant. C'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie des dispositifs de gestion parce que elles sont belles à voir, elles sont belles à penser, elles permettent de penser avec des homologues, et surtout rêver, ça permet de ne pas devoir s'intéresser au réel. Voilà, principalement le dispositif, la dimension esthétique. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir sur ce marché, oui. Sur ce marché des dispositifs de gestion, qui est en fait un marché des croyances. C'est-à-dire que on ne peut pas prouver qu'une croyance est une affirmation qu'on ne peut pas vérifier immédiatement. On ne peut pas vérifier immédiatement que mettre en place l'organisation Y ou Z, c'est plus avantageux que de laisser l'organisation qui est déjà en place. Alors, en fait, on va vendre des croyances. C'est la mode aujourd'hui de l'organisation de type, admettons, Z, peu importe sa nomination. Et donc, on va faire semblant d'y croire. On va faire semblant d'y croire du côté des consultants, mais du côté des clients également. C'est-à-dire qu'on a affaire à un marché de dupes réciproques. Pourquoi c'est-à-dire qu'on va acheter des choses qui ne sont pas certaines, des choses qu'on ne va pas pouvoir évaluer ex post, parce que c'est la seule chose qui, à un moment donné, est vendable, compte tenu des modes managériales, et c'est pour le client la chose qu'on doit absolument acheter, compte tenu des politiques de gestion des directions générales qui sont en prise. Bien sûr, c'est les modes managériales, des effets de réseau, etc., etc.
Alors, si vous voulez, dans le livre, je m'amuse, parce que c'est un livre que j'ai essayé de rendre assez drôle, je m'amuse à montrer que n'importe quel problème d'organisation peut être, les 3/4 du temps, traité par n'importe quelle solution en matière d'organisation. C'est-à-dire je présente un tableau à double entrée, on prend n'importe quel problème d'organisation, les retards, la qualité, les silos, je ne sais, de toutes les choses dont on parle aujourd'hui ou hier, et on croise avec mettre une politique de communication, des services supports, d'une action de benchmarking ou je ne sais quoi, et on se rend compte que des 3/4 du temps, n'importe quelle solution peut traiter n'importe quel problème. Pourquoi ? Parce que on est dans le rêve, on est dans les croyances, on n'est pas dans l'expérience. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et comment justement on peut réussir à réconcilier, on va dire, ces deux mondes, celui de la réalité et celui du rêve, et réussir au final à réconcilier le travail prescrit avec le travail réel ? Je crois qu'il faut principalement, il faut inverser le regard. Il faut remettre le management sur ses pieds. C'est-à-dire que il faut pas partir des problèmes, mais des ressources. Il faut pas se dire il n'y a pas assez de coopération, il n'y a pas assez d'innovation. Il faut plutôt se dire il y a des gens qui coopèrent, il y a des gens qui innovent. Comment travailler avec eux pour en faire encore plus, vous voyez ? Oui. Parce que généralement on dénie cette capacité à coopérer, à innover ou je ne sais quoi, et donc on fait table rase du passé, on fait comme si les gens ne faisaient rien. Donc il y a une absence de reconnaissance, une destruction de tout ce qui a été créé, consolidé progressivement par les salariés. Donc il faudrait partir des ressources. Partir des ressources, ça veut dire que au lieu de partir d'une solution toute faite, il faut observer. Et ça, le monde du conseil standard a un problème là-dessus. Il ne sait pas observer. La preuve, c'est que dans les contrats qui sont passés avec les entreprises, il y a toujours beaucoup plus de jours facturés en conseil, en accompagnement, en définition de la décision, etc., qu'en jours d'analyse de la situation. Donc, il faut inverser ce rapport de prestation. Et puis, surtout, il faut investir en aval de la décision, en aval de la prestation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution en matière d'organisation. Il n'y a que des solutions qui peuvent devenir bonnes parce que progressivement, les collectifs de travail se les approprient. Et donc, ce qu'il faut, c'est suivre ces formes d'appropriation, les fertiliser, les éclairer, plutôt que de camper sur des programmes de transformation, comme on dit, totalement dogmatiques. Alors bien sûr, là, les sciences sociales, et peut-être en particulier la sociologie, sont tout à fait utiles. Quand je parle de sociologie, c'est plutôt de micro-sociologie, si vous voulez, à la frontière de la psychologie du travail, de la sociologie et de l'ethnographie. Mais encore faut-il être très prudent avec les approches des sciences humaines, parce que elles mobilisent parfois des hypothèses qui sont trop solides. C'est-à-dire que il y a des appartenances théoriques, des surplombs théoriques qui amènent à ne pas regarder la réalité. Ce qu'il faut donc, c'est mobiliser les sciences sociales pour accéder à l'authenticité des relations de travail, du rapport au travail et des processus de décision, sans les rapporter nécessairement aux positions, aux places sociales occupées par les uns et par les autres. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure, vous me disiez que la forme, ou plutôt l'écriture de votre livre était particulière. Vous vouliez que ce livre soit drôle à lire. Et justement, en préparant cet épisode, quand nous nous sommes eus par téléphone, c'est la première chose que vous m'avez dite, que vous souhaitiez parler de la forme
de votre livre. Ouais. Et moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix d'écriture et qu'est-ce que vous recherchiez en ayant une écriture qui est très différente de l'écriture que l'on voit d'habitude dans la littérature spécialisée en, vous avez parlé de sociologie, mais aussi en gestion ou en management. Alors, ça fait une quarantaine d'années que j'écris des articles et des livres en sociologie ou gestion. Une quarantaine d'années également que j'enseigne. Et avec le temps, je me suis aperçu en fait que l'angle d'attaque pédagogique le plus intéressant, c'était le recul que permettait la complicité, l'humour, la proximité avec les lecteurs ou avec les étudiants en formation initiale ou en formation continue. Et donc, plutôt que de faire un énième livre, je dirais, académique et strictement démonstratif, je me suis dit, je vais faire un autre projet. C'est un livre dans lequel il y a de l'humour, de la dérision, de la provocation, de l'impertinence, et en plus de ça, des histoires personnelles, des histoires d'amour, des histoires d'introspection, de subjectivité pas toujours contrôlée, de la part du personnage et de ses amis que je campe dans le livre. Voilà, l'idée c'est celle-là. Mais alors, à quoi sert cette position impertinente en fait par rapport au langage managérial ou au sociologique ou sociologique, c'est de dire ce qui est tu, de dire ce qu'on énonce habituellement, c'est-à-dire de parler comme on raconte les choses à la cafétéria entre collègues, vous voyez, oui. de retrouver ce côté direct dans lequel on mélange à la fois l'analyse des situations et son pathos personnel, de reprendre des images comme des légendes comme on raconte devant la cafétéria pour pouvoir établir un lien de complicité avec le lecteur et en même temps de prendre de la distance par rapport à ce qu'on appelle la novlangue managériale. Oui. C'est-à-dire que c'est important cette affaire-là de novlangue managériale, de discours, de langage managérial, parce que c'est un langage qui est quand même qui a ses termes, qui a ses valeurs, qui sont extrêmement étroitement définis. Je les ai tous notés dans le livre en italique, et on voit bien que c'est une langue en tant que telle, c'est-à-dire que si on ne les utilise pas, on ne peut pas être entendu. Oui. On ne peut pas être entendu. Et donc ce que je fais, moi, c'est que je les mets en italique, et je décris en lettres d'imprimerie standard leur signification. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, si on reprend le langage managérial même de façon critique, en fait, on est assujetti par lui. On reste dépendant de l'ordre moral qu'il propose. Et donc, si on s'y oppose de façon symétrique, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Moi, ce que j'ai voulu, c'est le déconstruire suffisamment pour pouvoir montrer, en m'en amusant, quelle était la combinaison des sens qui lui permettait d'apparaître comme sérieux, alors que la plupart du temps, il est complètement vide de sens. Oui. Oui, il y a deux choses qui m'ont que m'a apporté cette forme particulière, on va dire, d'écriture. C'est que la première, c'est j'ai trouvé que ça rendait accessible en fait votre point de vue, ce qu'on ne trouve pas forcément dans tous les livres académiques qui ont parfois, c'est mon point de vue, qui ont tendance parfois à être un peu surplombants. Et si on n'a pas les clés de lecture, on peut, en tout cas, je peux parfois être un peu perdu. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça mettait en situation
des expériences, et notamment ça permettait de mettre en lumière les différences de langage de l'interlocuteur, enfin plutôt du héros principal, dans différentes situations. On se rend compte qu'il utilise son langage de manière différente. Soit il peut utiliser le langage managérial quand il s'adresse, et que vous évoquez tout à l'heure, cette sorte de novlangue. Il utilise quand il s'adresse à des personnes de la direction, ou au final son client ou ses clients, mais il va pas du tout utiliser ce même langage-là quand il discute avec un collègue ou une personne, on va dire, du terrain, et c'est là où on retrouve la forme que vous utilisez dans votre livre, qu'il utilise avec, on va dire, plus familière, qu'il utilise avec ses collègues. Et justement, moi, ma question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se joue dans ce changement de langage et dans son utilisation ou non de cette novlangue managériale? Qu'est-ce que j'y joue, c'est ça? Non, qu'est-ce que l'interlocuteur, ou plutôt le héros du livre, qu'est-ce qu'il joue avec lui quand il change son langage en fonction des personnes, quand il utilise ou non cette novlangue? Oui. Alors, quand il n'utilise pas la novlangue avec ses amis, ses collègues, ou même certains salariés et certains clients, je dirais qu'il parle d'une langue habituelle, qui est celle de leur coutume. Quand il utilise la novlangue, c'est pour parler à ses clients. Et là, il est obligé d'utiliser des termes, mais quand je dis les termes, ce ne sont pas seulement les mots, ce sont également les valeurs, les codes implicites auxquels il renvoie, de façon à pouvoir passer contrat. C'est-à-dire qu'il rentre dans la tribu du machin, comme je le dis, parce que c'est pas vraiment respectable. J'emploie le terme machin à la place de management. Il rentre dans la tribu du machin, et donc pour participer à la tribu et pour pouvoir passer contrat, il est obligé d'utiliser ce type d'habit qui est la novlangue managériale, qui sert principalement à se reconnaître entre homologues. Entre homologues, c'est-à-dire entre personnes qui ont la même conception du monde, la même conception de l'ordre moral, la même conception du non-dit, des tabous, de l'histoire de l'entreprise, de toutes ces choses-là. C'était ma dernière question. Merci, Norbert Alter. Mais je vous en prie, avec plaisir. Avant de nous quitter, je vous partage un extrait de l'ouvrage Pour en finir avec le machin de Norbert Alter. Début de l'extrait. Je vérifiais ainsi l'hypothèse initiale. Mon activité consistait à jouer du pipeau et à former, avec les collègues et les commanditaires, des orchestres d'instruments à vent. Ce propos ne dénigrait ni les trompettistes, ni les saxophonistes. Il vérifiait seulement la formule bien connue selon laquelle les consultants mettent en musique les décisions de la direction générale. Jusqu'à mon long détour par les bibliothèques de gestion, je considérais cette formule comme une image. Maintenant, je constatais que la stricte réalité consistait bien à créer une symphonie à propos de décisions déraisonnables à l'aide d'instruments avant d'un usage coûteux. Le machin ne disposait d'aucune formule exacte, de théorème ou de loi invariable. Le machin ne participait pas de la science. On détruisait des solutions indigènes et mobilisatrices pour les remplacer par des dispositifs abstraits et problématiques. On remplaçait donc des solutions avantageuses par des problèmes coûteux. Fin de l'extrait. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au machin. J'en profite pour vous inviter à lire le dernier ouvrage de Norbert Alter, paru en 2024 aux éditions EMS. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre newsletter, mais aussi à la plateforme d'écoute de votre choix. Pensez également à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à nous faire un don via PayPal. Vous retrouverez tous les liens pour y parvenir sur notre adresse Linktree, linktr.ee/0, sans accent.
Merci et à très bientôt.